Bonjour tout le monde. Alors, je vous l'avais teasé, vraiment, depuis des mois, et je trouve enfin le temps, enfin non, plutôt la motivation et la foi de vous tourner cette vidéo en bonne et due forme, parce que je me mets beaucoup, mais beaucoup trop de pression. Je crois qu'elle me tient tellement à cœur cette vidéo que je me fous d'une pression de malade et il faut que je me calme. Donc voilà, les mots sortiront tout seuls. J'ai quand même un minimum organisé, mais bon, voilà, c'est dit. Mais je vais vous parler évidemment de la saga Le Clan Bennett. Il fallait une vidéo pour cette saga tout entière, c'était obligé. Dès que j'ai fini le premier tome, ça avait tellement été un énorme coup de cœur, un raz-de-marée sur mon petit cœur, que il fallait absolument que cette saga tout entière ait une vidéo pour elle toute seule, vraiment. Mais bon, j'avais quand même décidé d'attendre de lire tous les tomes de la saga avant de faire cette vidéo. Et comment vous dire que les lectures qui ont suivi n'ont fait que confirmer mon état, voilà, le ravagement qu'avait eu cette saga sur moi et mon cerveau. Donc voilà, je vous présente du coup le Clan Bennett. Ici j'ai les 4 tomes en édition anglaise et j'ai les éditions françaises en e-book que j'ai lues aux éditions NXM Bookmark et qui sont tous écrits par TJ Klune. Quel génie ce mec. Si vous êtes des vieux de la vieille, j'avais commencé un concept de vidéo sur voilà, mes sagas à découvrir absolument, et j'avais commencé il y a 2 ans je crois, et j'ai rien fait depuis, avec la saga Le Prince Captif. C'était le concept de vidéo coup de foudre, et je reviens 2 ans plus tard pour vous parler du Clan Bennett. Voilà, c'est dit. Ouais, là je suis en train de transpirer, ça va pas. Quand je vous disais que je me mettais énormément de pression, il faut que je me calme. Mais alors, je n'ai pas regardé cette vidéo sur le Prince Captif parce que je ne suis pas le genre de personne qui regarde ces anciennes vidéos. Mais je me souviens vaguement que j'avais... comment dire, le fil conducteur de ma vidéo avait été l'ordre des tomes. En fait, je vous avais décrit plus ou moins mon ressenti par rapport à tous les tomes, à quel point ça avait ravagé le cœur, mais je n'avais pas encore lu Le Clan Bennett, et comment vous dire que même si Le Prince Captif restera à jamais gravé dans mon cœur, Le Clan Bennett la surpasse de 1000 fois. Vraiment, je ne pèse pas mes mots quand je dis ça. Franchement, Le Clan Bennett, c'est tout, ça a ravagé mon cœur et c'est... Voilà, il faut que la vidéo commence pour que je vous en parle, mais franchement, de toute beauté. Et dans cette vidéo, alors je vais vous parler aussi de mon ressenti, tout ça, mais j'ai noté dans mon petit carnet un ensemble d'idées que je voulais vous énoncer dans cette vidéo, qui me semble essentielles pour comprendre cette saga, pour aimer cette saga. Donc... Voilà, je sais que c'était qui? C'était Iman, je crois, qui avait fait une vidéo aussi de déclaration d'amour au Clan Bennett. Je me souviens pas si j'avais regardé en entier. Je crois que je l'avais commencé à le regarder, mais j'étais en pleine lecture de l'un des tomes du Clan Bennett, donc j'ai pas fini de le regarder. Il faudrait que je la reprenne d'ailleurs. Mais voilà, j'essaie d'organiser un minimum cette vidéo parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Et le but c'est qu'elle ne dure pas des plombes, que je vous énonce des points percutants pour que vous ayez envie de lire cette saga et pas que je m'éparpille et que ça ressemble à rien et qu'au final vous disiez ah, qu'est-ce qu'elle disait déjà. Voilà, donc voilà, j'essaye d'organiser un peu cette vidéo pour vous donner vraiment, mais vraiment envie de découvrir le Clan Bennett. Je sais que j'ai contaminé certaines personnes qui m'ont fait des retours, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et je suis très contente. Donc voilà, un peu ma propagande marche, mais voilà, vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Mais ça ne me suffit pas, je veux que la terre entière lise le Clan Bennett, donc voilà, la vidéo sert à ça, et je pense que cette intro est beaucoup trop longue, donc on va commencer maintenant tout de suite, hop là, sans préambule. Alors dans un premier temps, je voulais vous parler d'abord d'un point général qui est commun aux 4 tomes, vu que c'est la même personne qui les a écrits. Je voulais vous parler de l'écriture de l'auteur, qui est juste... sensationnel. Alors je n'ai pas de point de comparaison vu que je n'ai pas lu ces autres écrits. Je n'ai pas lu tous les tomes en version anglaise non plus. Donc je vais vous parler plus de la traduction, même si j'ai lu quelques passages quand même en VO pour me faire quand même une idée de voir si c'est quand même la traduction était bien comme il fallait. Donc voilà, je pense que quand même la traduction se rapproche énormément du style original de l'auteur, parce que l'écriture est vraiment assez particulière dans le Clan Bennett. Et c'est ce que reprochent certaines personnes quand ils essayent pour la première fois le tome 1. Ils trouvent que la traduction n'est
pas folichonne, mais pour de ce que j'ai lu dans le tome 1, je l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu quelques passages du tome 1 en anglais, ça c'est assez fidèle, donc voilà, c'est pas une faute à la traduction, c'est juste que voilà, c'est de toute beauté et c'est assez particulier, et je comprends les personnes qui ne... voilà, ça passe ou ça casse en fait l'écriture, si on n'accroche pas au style, c'est assez compliqué de rentrer dans l'histoire ou même de s'attacher au personnage. Mais je voulais quand même souligner à quel point cette écriture m'avait bouleversée. Déjà l'auteur joue beaucoup, mais beaucoup sur comment dire, sur la description, mais pas la description comme on peut voir dans la fantasy, mais la description des sentiments intérieurs. Vraiment, il n'y a pas tellement de descriptions sur le, comment dire, sur l'environnement qui nous entoure, et même les descriptions sur l'environnement qu'il y a, par exemple toute Green Creek, je crois que ça s'appelle la ville, j'écorche très certainement, mais elle dégage une atmosphère particulière qui est typique, voilà, que les loups-garous ressentent. Et c'est vrai que on décrit pas forcément la ville dans laquelle évoluent les personnages, mais on décrit l'atmosphère qu'elle dégage et les sentiments qu'éprouvent les personnages vis-à-vis de cette ville et de ce territoire, voilà, notamment vis-à-vis de Ox qui en est l'alpha avec Joe. C'est vraiment très sentimental. Le lien qu'a cette meute pour cette terre, on le retrouve notamment avec Thomas qui était le père de Joe, qui était l'alpha précédent, et même avec le père de Thomas, je sais plus comment il s'appelle, Abel je crois. Vraiment, il y a quelque chose qui se dégage de cette ville, et c'est pas avec les descriptions qu'on va le... Voilà, il y a un tel bâtiment, il y a machin, c'est vraiment tout ce qui est aura et que l'auteur arrive à retranscrire d'une manière hyper belle et qui prend aux tripes en fait, vraiment, même si voilà, il y a des personnages qui sont pas insignifiants mais qui gravitent autour de la ville et qu'on voit quelquefois, on arrive à s'attacher à vraiment toute cette ville en entière parce que c'est tellement beau ce qui se passe en fait là-bas, et voilà, je pense que l'auteur il joue grandement, c'est qu'il arrive à faire retranscrire beaucoup de choses rien qu'avec des mots simples en fait, et c'est ça qui m'émeut, c'est que c'est des phrases toutes simples avec un vocabulaire tout simple, et c'est des phrases qui vont pas être forcément très longues, qui est vraiment beaucoup dans l'action, hein. C'est pas, voilà, il n'y a pas une description à rallonge qui fait 1 milliard de mots avec des virgules et des points virgules, non, c'est vraiment très succinct, et c'est ça ce qui est beau, c'est que voilà, il aborde les sentiments de manière très brute, avec quand même une certaine subtilité pour voilà, certains personnages, je pense notamment, voilà, il y a beaucoup de choses qui me viennent, voilà, et c'est ça que je veux pas faire, c'est m'éparpiller, j'en parlerai plus tard, mais ouais, il décrit tous les personnages, que ce soit dans le tome 1, 2, 3, 4, vu qu'on suit des personnages différents, Ox, Gordo, Kelly et... non pas Kelly, pardon, n'importe quoi, j'ai un trou, merde, Robbie, voilà, Robbie et Carter, voilà, qui sont des personnages très différents l'un de l'autre, et voilà, et cet auteur arrive à leur donner quelque chose, une âme très typique, très personnelle, et alors que ouais, c'est ça, en fait aucun livre se ressemble parce que ce sont des personnages très différents. Il arrive à nous faire comprendre que chaque personnage a sa problématique, évolue à sa façon, réagit d'une certaine manière, et voilà, c'est vraiment très beau à voir, et franchement l'écriture de l'auteur est juste géniale. Et ensuite, en plus de tout ce qui est description sentimentale, alors là je pense que c'est typique à tout ce qui est fantasy, fantastique ou bitlit en général, parce qu'on a des personnages loups-garous, et c'est vrai que l'auteur va beaucoup jouer du coup avec les sensations qu'a les loups-garous de son point de vue à lui, hein. Après j'ai pas lu d'autres bitlit, hein, j'ai pas lu les Twilight, j'ai pas lu d'autres choses avec les loups-garous, c'est mon premier, seul, unique bitlit que j'ai lu, donc j'ai pas trop de points de référence, mais c'est vrai que lui il va jouer beaucoup... on le ressent beaucoup dans les tomes 3 et 4 parce qu'on suit du coup Robbie et Carter qui sont des loups-garous. Il accorde beaucoup d'importance aux odeurs notamment, vu que c'est un sens très développé aux loups-garous, mais il donne des adjectifs aux odeurs qui sont pas forcément typiques. Vous savez, comme ça sent la fraise, ça sent je sais pas, la vanille, des choses comme ça. C'est par exemple, chaque personnage pense, enfin ressent l'autre vis-à-vis d'une odeur, et c'est vrai que par exemple il y a... je sais plus qui c'est qui sent la poussière ou autre chose, ou l'épique et le génial par exemple avec Ox, et c'est des odeurs que enfin on peut pas connaître parce que ça a pas, c'est des mots quoi, ça a pas d'odeur, et c'est vrai que c'est un mélange de ça qui fait que c'est, voilà, c'est très caractéristique au personnage, et c'est un point d'accroche, un point très essentiel je pense à comment évolue après le personnage, c'est que
il sent pas cette odeur là pour rien, il sent vraiment ça parce que c'est lui et parce qu'il a ce vécu là et parce qu'il va évoluer de cette manière. Vraiment c'est très très touchant hein, ce concept d'odeur, ça m'a vraiment pris au trip. Notamment ouais avec c'est qui, c'est Kelly qui dit que Robbie ça sent le chez lui. Enfin voilà, c'est tout un tas de petits détails, de petits éléments qui sont voilà, on croirait qu'ils n'ont pas d'importance mais en fait c'est voilà, c'est pas commun et c'est épique et c'est génial. Voilà, c'est tout simplement, c'est les meilleurs mots que je peux sortir. Voilà, ce concept d'odeur est très particulier et rend vraiment le récit très poignant, surtout voilà, du point de vue, je le répète, de Kelly, pas Kelly pardon, je vais souvent me confondre, de Robbie et de Carter qui sont les loups. Après il y a Ox et Gordo qui eux ressentent des choses via le lien de meute et là je vais en venir, c'est tout ce qui est couleur. Et c'est assez... comment dire, je sais pas si j'ai déjà lu un livre où les couleurs avaient autant d'importance. Après c'est des couleurs comme on peut le... Comment dire, on peut l'apprendre par exemple les liens qu'on fait automatiquement, que le rouge c'est la colère par exemple, le bleu c'est la tristesse, le vert c'est l'espoir, ça me rappelle un peu Vice Versa, le film de Disney. Ce concept où la couleur est liée à une émotion très particulière et franchement ça on le ressent dès le premier tome. C'est vrai que il va se passer quand même beaucoup de choses dans tous les tomes clairement, mais c'est vrai que le premier tome c'est celui qui amène la cadence quelque part, amène l'intrigue principale et voilà, il y a surtout le vert et le bleu qui sont mis en avant parce que le vert du coup c'est l'espoir, c'est la joie et le bleu voilà, un peu violet aussi c'est la tristesse, le désespoir, le deuil, tout ça. Et c'est très important, je pensais pas que ça aussi que ça allait autant me marquer voilà, cet élément de couleur qui fait que je pensais pas que je sais pas, ce concept je ne l'ai jamais vu ou lu en tout cas dans un livre, ou en tout cas il m'a pas marqué autant que le clan Bennett. Voilà, les couleurs, vraiment ça a une importance assez folle. C'est pas pour rien que j'ai mis du vert, en plus j'ai réfléchi à cette vidéo, je voulais pas mettre du bleu, je voulais mettre du vert, comme quoi c'est la joie. Donc voilà, mais ouais, c'est en fait la couleur en plus c'est très lié aussi à tout ce qui est odeur, c'est que une situation, que ce soit le loup-garou ou l'humain de la meute, va l'associer à une couleur assez facilement et que un changement, une phrase, ça peut déclencher toute autre chose, tout autre renversement. Une personne peut être voilà, dégagée par exemple du bleu et voilà, un autre personnage va peut-être dire quelque chose, tout ça, et d'un coup elle va devenir verte et on le ressent vis-à-vis de l'écriture de l'auteur à quel point c'est important ce qu'il a dit et que c'est voilà, ça permet de sauver quelque part une personne de sa tristesse et de son malheur. Mais ouais, et c'est très bien. Et voilà, il y a tous aussi une description vis-à-vis des yeux, vis-à-vis voilà, les loups-garous, l'alpha il a les yeux rouges, après les bêtas ont les yeux oranges et les omégas ont les yeux violets. Et ça aussi il y a tout un concept voilà, un loup-garou va faire briller ses yeux pour voilà, certaines raisons parce que voilà, il est heureux ou parce qu'il veut marquer son territoire, enfin il y a beaucoup de choses. Mais ouais, et ça l'écriture de l'auteur l'apporte et il sait y faire hein. Franchement je pensais pas que... Je veux dire, le Bitlit n'est pas forcément mon domaine de prédilection, c'est parce que je lis énormément. Je crois même, oui je l'ai dit, c'est mon premier Bitlit hein. J'ai dû en lire avant dans les forums de fanfiction et de fiction, mais voilà, ça m'a jamais autant transcendé que le clan Bennett quoi. Je pense que chaque détail en fait a son importance et l'auteur arrive à l'amener avec brio. Donc voilà, déjà je voulais souligner l'auteur pour son travail et pour son écriture. Je sais pas si je m'intéresserai à d'autres livres de l'auteur parce qu'il a beaucoup écrit de contemporain et je n'aime pas trop ça le contemporain. Après je disais pareil du Bitlit, donc s'il faut à tout moment je vais me convertir hein, mais pour l'instant voilà, je sais que je ne lirai pas d'autres livres de TJ Klune, je verrai plus tard. Parce que le clan Bennett, je pense qu'il met la barre beaucoup trop haut. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder de manière assez générale là aussi au bouquin, sans vous spoiler ni rien, c'est que le clan Bennett ce n'est pas qu'une romance MM, ce n'est pas que de la romance en général, c'est tellement plus en fait, parce que c'est des loups-garous et c'est vrai que le concept de meute et de famille est très important. Et quand je parle de famille, c'est pas forcément la famille du sang, hein, c'est aussi la famille vis-à-vis de la meute. Et c'est dès le premier tome c'est vraiment dit et c'est vraiment expliqué. Et c'est ce qui m'a désarçonné un peu au début, c'est que
Par exemple, la meute initiale, vraiment la famille Bennett, va inclure Ox de manière très facile, notamment avec le lien qui va se construire avec Joe, mais c'est vrai qu'ils sont de suite très tactiles, de suite très envahissants quelque part, et c'est vrai que moi au tout début je m'étais dit mais on se connaît pas en fait. Qu'est-ce que vous voulez là? Vous êtes un peu trop proche de moi les gars. Mais là c'est quelque chose que Ox va vraiment passer, ça va lui passer au-dessus un peu, hein, vraiment cette espèce de d'inclusion qui va se faire très naturellement et très rapidement, alors que certaines personnes ça pourrait le gêner, hein, vraiment, comme je viens de le dire, moi vous m'auriez pas approché de suite comme ça, hein, franchement. Mais c'est vrai que du coup, cette inclusion se fait que Ox va très vite rejoindre la meute et très vite lui appartenir, entre guillemets. C'est ce qui fait la base du livre, c'est que certes, le clan Bennett c'est une romance M à chaque tome, mais c'est et surtout une histoire vraiment d'amitié, de lien qui se fait entre les personnages. Et c'est assez ouf parce que c'est vrai que, je sais plus dans quel tome c'est, ça doit être dans le tome 1 ou dans le tome 4, je sais plus si c'était dans la lettre de Thomas Bennett, je me souviens plus, mais qui considère Ox comme son propre fils, voilà, avec notamment Joe, Carter et Kelly, vraiment qu'il les met sur un pied d'égalité et qui veut qu'il appelle père à un moment donné. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que du coup, tu le considères comme ton fils, mais Joe et Ox ils ont quand même une relation assez intime, enfin c'est assez bizarre quoi cette manière de penser. Et c'est vrai qu'au début justement ça désarçonne un peu, notamment dans le tome 1, parce que justement c'est ce qui met en place, c'est que on est un peu voilà, c'est étranger à tout ça. Et au fil des tomes, bah en fait le lecteur, ou du coup moi, j'ai fait partie intégrante de la meute en fait quelque part. Et c'est ça le coup de poker qu'a fait l'auteur, c'est que à la fin, plus rien ne me choquait de toute manière. Et c'était ma famille quelque part. Je pense que je me suis tellement attachée à eux que chaque personnage, que ce soit des personnages Bennett ou des personnages qui sont un peu moins importants, je les ai ancrés en moi. Et vraiment c'est assez ouf. Franchement ce lien que j'ai tissé avec chacun des personnages qui est assez unique, je trouve, que parce que je me suis beaucoup plus attachée à certains personnages que d'autres. Mais c'est ma famille quoi. Pendant 4 tomes, j'ai vécu avec eux 100% de leurs problèmes, 100% de leur joie. Et ouais, ça a été un vrai déchirement de finir le code tome 4 et de les quitter. Et même si tout va bien et que ça finit bien et que c'est happy ending tout ça, ne plus les voir, ça m'a bouleversée. Franchement, ça a été voilà, comme quitter des membres de ma famille tout simplement. Et c'est vrai que du coup c'est pour ça que la romance, alors ça elle apporte beaucoup de choses à chaque personnage, mais c'est ce lien qui va se tisser. Et c'est pour ça que j'ai énormément aussi aimé le tome 4, c'est que c'est du point de vue de Carter et ce que ce tome va apporter vis-à-vis du lien qu'ils ont tissé entre frères avec Joe et Kelly. C'est assez énorme, c'est assez bluffant, et c'est quelque chose que je pense qu'on n'avait pas assez vu dans les tomes d'avant. Parce que là ça prend tellement de place, c'est tellement... Je pense que j'ai beaucoup aimé hein, la romance Carter et Gavin, mais ce qui m'a beaucoup et énormément plu dans le tome 4, c'est ce lien familial qui est enfin montré avec Joe, Kelly et Carter, parce qu'on ne le voyait pas avant. Alors si on le voyait vis-à-vis de Carter et de Kelly, vu que c'est des ancres et que voilà, ils s'aiment de tout leur cœur, mais c'est vrai que Joe était un peu en retrait parce que de sa position d'alpha, et que voilà, c'était en fait on les voyait jamais tous les trois ensemble avec autant de justesse que dans le tome 4. Donc ouais, c'est pour ça que je pense que c'est hyper touchant à lire, c'est que vous serez servi à question romance, franchement dans tous les tomes c'est énorme, mais voilà, chaque tome apporte quelque chose de plus qui est beaucoup plus important je pense que la romance en elle-même. Et voilà, et comme quoi une personne ne se résume pas qu'à la personne qu'il aime, mais aux autres personnes qui l'entourent, à sa famille, à ses proches, à ses amis. Une personne est un tout, et c'est ça le pouvoir de la meute, c'est que on peut survivre de tout tant qu'on est ensemble, et vraiment c'est très beau. Donc voilà, rien que pour ça, lisez ça aussi, lisez le clan Bennett. Et la deuxième raison pour laquelle je dis que ce n'est pas forcément que de la romance, c'est que chaque personnage qu'on suit dans chaque tome alors je dirais pas un problème, mais a quelque chose à résoudre un peu vis-à-vis de lui-même.
et c'est beaucoup de travail. Je pense notamment dans le tome 2 avec Gordo et Marc. Gordo qui a été abandonné par sa meute, juste après que toute sa famille était décimée par des chasseurs. Voilà, c'est une personne très aigrie, très en colère contre lui, contre le monde entier. Voilà, il se fait abandonner par l'homme qu'il aime. Enfin, vraiment, il est plus bas que terre et on le sent toute l'amertume qu'il a dans le premier tome hein, vis-à-vis du clan Bennett, qu'il ne les aime pas et qu'il ne veut vraiment faire aucun effort avec eux. Mais dans le tome 2 du coup c'est une espèce de guérison qu'il y a et qu'il y a aussi dans tous les tomes, cette espèce de réapprendre à se faire confiance et à faire confiance aux autres et voilà à s'accepter et à accepter le bonheur qu'on nous tend en fait malgré tout ce qui se passe autour, malgré que voilà il se passe vraiment que de la merde et tout ça. Il faut réussir à choper la moindre étincelle de bonheur qu'on peut avoir et voilà, je pleure, actuellement je pleure. Donc bon, je pourrais vous citer à peu près toutes les problématiques qu'il y a, hein, avec notamment dans le premier tome Ox, son père lui a dit qu'il allait en baver toute sa vie. Voilà, il a abandonné à ses 11 ans, tout ça c'est pas ouf, donc voilà, il vit dans le premier tome comme s'il était un boulet pour l'humanité et pour les personnes qui l'accompagnent, donc voilà, il va devoir vraiment bosser sur lui-même comme quoi, bah non, il n'est pas si insignifiant que ça et qu'il y a des personnes qui l'aiment, il y a des personnes qui le regardent et qui voilà, il faut pas qu'il se comme ça, c'est pas bien. Donc voilà, il y a ça, il y a Gordo comme je le disais qui déteste la vie et qui déteste les Bennett et voilà, qui a beaucoup de rancœur en lui et qui est très en colère et qui va voilà devoir réapprendre à aimer un peu et à s'aimer lui et à pardonner aussi, et c'est quelque chose de très très dur d'apprendre à pardonner. Dans le tome 3 on a Robbie qui bah lui c'est la confiance mais en fait un peu envers les autres, qui cette espèce de, parce que du coup il a perdu la mémoire, il sait plus qui il est, il sait plus voilà les personnes qui l'entourent et voilà, réapprendre à s'ouvrir alors que justement les derniers souvenirs qu'il a, ça s'était pas très bien passé. Voilà, il a perdu sa mère de manière assez atroce, enfin donc c'est tout un exercice qu'il doit refaire parce qu'il avait déjà fait avant et qu'il doit refaire maintenant parce qu'il a tout oublié et tout perdu. Et puis il y a cette peur aussi de voilà, qui j'étais avant. Est-ce que je serai la même personne après? Est-ce que c'est grave si je ne suis plus cette même personne après? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et voilà, il y a une énorme mise en question sur son identité. Et oh, je suis en train de pleurer. Robbie, je crois c'est l'un des personnages qui m'a le plus aimé avec Carter. Hein. Donc vraiment, Robbie, il m'a ému beaucoup parce que ouais, c'est une personne qui, pour le coup, pareil que Ox, en a baillé pour toute sa vie. Et alors qu'il a le bonheur, on lui retire, et c'est le fait que, voilà, c'est toute cette remise en question et essayer de réapprendre à s'ouvrir alors qu'on lui a, voilà, suite à sa perte de mémoire, on lui a inculqué, on lui a endoctriné le fait que les Bennett, il fallait pas les toucher, c'était vraiment des connards. Voilà, c'est quelque chose de très très dur et ça prend aux tripes. Et après on a Carter, où je me suis beaucoup liée à lui, alors je sais pas si c'est le fait que je suis... aîné, moi aussi, voilà, j'ai un petit frère. Ce rôle qu'il tient en tant que aîné et en tant que voilà que premier fils de l'alpha de sa meute et voilà cette espèce de surnom qui va le suivre de prince qu'il ne veut pas et qui voilà cette pression qu'il a d'une nom Bennett sur lui et le fait qu'il soit aîné, qu'il doit protéger ses deux petits frères, c'est assez émouvant là aussi. Et le fait que du coup il va partir en laissant tout le monde à côté pour aller chercher Gavin, c'est assez émouvant parce que justement c'est la première chose qu'il fait pour lui seul, en faisant fi voilà, de ses frères. Et ça va du coup beaucoup les blesser, d'une part à Kelly et à Joe. Mais voilà, il y a tout ce lien qui fait que malgré l'adversité, ils sont beaucoup plus forts ensemble. Et voilà, c'est vraiment très très beau à suivre. Vraiment Carter il m'a beaucoup touchée là aussi. Parce que c'est une personne qui a tellement de pression sur ses épaules et qui veut pas partager cette pression, qui se bat de toutes ses forces pour protéger les personnes qui lui sont chères, quitte à se mettre en danger fois 1000. Et ouais, et en fait, voilà, là sa rencontre avec Gavin va bouleverser un peu tout ce qu'il pensait et il va apprendre un peu à penser pour lui. Et c'est très émouvant hein, là aussi de le voir. Donc bon, c'est pas que de la romance. Alors certes après les relations, et là je vais en venir après, ça va être je pense mon dernier point si j'ai pas de bêtises. Le couple qui se fait du coup en fonction de chaque tome, que ce soit Ox, Joe, Gordo, Marc, Robbie et Kelly et Carter et Gavin, voilà, apporte beaucoup de choses aussi vis-à-vis du personnage. Voilà, la romance est très très belle, ce sont
je dirais pas tous, mais si, je crois que c'est tous des personnes blessées, à force, franchement. Et ils vont se rendre compte qu'avant de guérir l'autre, il faut d'abord se guérir soi. Parce qu'on peut pas voilà, essayer d'emmagasiner la douleur de l'autre alors qu'on est nous-mêmes brisés, c'est pas possible. Donc c'est beaucoup d'introspection sur soi-même et c'est pour ça que voilà, c'est pas que de la romance, c'est beaucoup de romance aussi. Je tiens, voilà, alors je sais pas, c'est des trigger warnings ou pas, alors, parce que j'ai vu un autre terme à un moment donné, mais voilà, il y a des relations sexuelles entre hommes, assez bien détaillées dans tous les tomes. Alors il y en a qu'une à chaque fois, donc voilà, elle fait un chapitre en général. Mais voilà, je tiens à préciser pour les personnes qui ne veulent pas lire ce genre de choses, voilà, il y a du contenu sexuel. Et pour revenir vite fait à l'aspect romance, c'est très touchant, c'est très beau. J'ai des coups de cœur à Robbie et Kelly, c'est mais parce que ouais, Kelly aussi, il est j'en peux plus. Mais ouais, c'est mon couple chouchou, je pense avec Ox et Joe. En fait, j'essaie de vous les classer là, vraiment, c'est pas possible de vous les classer. Mais voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Robbie et Kelly, et pas forcément pour l'aspect romance, c'est parce que ce sont des personnages qui m'aiment beaucoup, qui ensemble font des merveilles, et c'est très cool. Parce qu'en plus, Kelly est asexuelle slash aromantique ou juste asexuelle, je sais plus. Mais voilà, d'autant plus, voilà, leur relation est hyper belle. Donc voilà, Kelly et Robbie dans mon cœur à jamais. C'est très touchant, c'est très beau, c'est très poétique, le lien qu'il y a entre tous, surtout voilà avec ce concept de partenaire, de compagnons qu'ont les loups-garous via la morsure notamment. Voilà, où ils vont partager un lien qui est très unique. Et ouais, c'est assez bouleversant, c'est assez... Ils accordent tellement d'importance à leur moitié qui... ça m'émeut. Voilà, notamment avec Kelly qui va faire tout pour retrouver Robbie, voilà, qui va suer et qui va donner tellement de sa personne pour retrouver la personne qu'il aime. Voilà, ça prend aux tripes, ça déchire le cœur et ouais, donc oui, il y a de la romance, elle est très belle la romance, c'est pas que du cul ou c'est pas que des papillons et saignés, non c'est vraiment très brut, ça m'a déchiré mon petit cœur. Et ensuite, et pas des moindres, je pense que ça sera mon dernier point, je voulais vous parler notamment du personnage de Ox et en petite partie du personnage de Joe, qui sont les personnages quand même principaux, malgré qu'on ne les suit vraiment que dans le premier tome, leur histoire du moins, parce qu'ils ont des rôles très importants, vu qu'ils sont tous les deux alpha, notamment voilà, dans le tome 2, dans le tome 3... et dans le tome 4 aussi. Bref, je vais pas spoiler. Mais c'est vrai que quand j'ai fini le tome 1, je m'étais dit qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que ça va être aussi bien les prochains tomes que le tome 1? Parce que je m'étais tellement attachée à Ox et à Joe, mais d'une telle force que je pensais pas être capable d'avoir assez de place dans mon cœur pour les autres personnages. Je pensais pas, hein, franchement, je pensais pas que l'auteur allait réussir à me faire aimer autant, surtout en plus Kelly et Robbie qui sont des personnages très discrets hein, dans le tome 2 notamment et dans le tome 3 et même dans le tome 4 hein, ils sont très discrets, mais comme quoi c'est le couple qui m'a le plus bousillé, donc voilà, on s'y attend pas. Mais c'est vrai que ça reste quand même des personnages assez phares et c'est ce que j'ai aimé, c'est que dans le tome 2, tome 3 et dans le tome 4 on continue à les suivre via les yeux des autres personnages, du coup via les yeux de Gordo, de Kelly et pas Kelly, je vais me confondre à chaque fois, de Robbie et de Carter, notamment Ox. Hein. Ox c'est le personnage qui va le plus évoluer à mon sens, avec Gordo. Hein. Gordo aussi va énormément évoluer parce que voilà, il passe d'une personne très aigrie dans le premier tome et dans le deuxième tome à une personne très ouverte et très... comment dire, pas heureuse mais en paix en fait avec elle-même, et surtout dans le tome 4 ça se ressent beaucoup à quel point il est voilà, beaucoup plus moins stressé, plus relaxé en fait. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Le Gordo du tome 4 et le Gordo du tome 1 c'est plus le même. Vraiment. Mais pour en revenir à Ox, c'est vrai que du coup dans le premier tome, voilà, il se fait abandonner par son père, il lui dit qu'il va en baver toute sa vie. C'est pas rigolo, franchement qu'on se prend ça dans la gueule, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que du coup, via le pouvoir de la meute, quelque part, le pouvoir mystique lunaire qu'a dit, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est assez drôle, il va énormément évoluer, il va énormément s'ouvrir aux autres et
il va devenir, comment il appelle ça Carter? Jésus Garou je crois, avec tellement de, comment dire, il va grandir et il va prendre tellement de place, et tout en restant lui-même et en gagnant cette espèce de tranquillité d'esprit qu'a pu avoir Gordo. Je sais pas, il va prendre en sagesse tout en restant le petit garçon qu'on peut voir dans les tout premiers tomes, avec notamment ses souvenirs qui vont toujours rattraper. Vraiment, on les voit à chaque tome quand il parle ou quand il laisse les personnes voilà, communiquer avec lui via leur lien de mode. C'est vraiment ses souvenirs notamment avec sa mère qui sont très profonds. Voilà, les bulles de savon, tout ça, c'est voilà, rien que d'y penser j'ai les larmes aux yeux encore une fois. C'est vrai que c'est assez important de souligner à quel point voilà, c'est des personnes qui, sans oublier qui ils sont, et là j'inclus Joe dans ce que je dis, vont prendre tellement de place et tellement d'importance. Je pense notamment dans le tome 4 avec Joe qui, quand il est séparé de Ox, va se retrouver dans le même état qu'il était au tout début du tome 1, c'est-à-dire qu'il va plus parler à personne, plus parler, et rien n'avait réussi à lui faire sortir de son silence à part Ox. Et là dans le tome 4, il y a un élément déclencheur qui va faire que Carter va aller lui parler et il va lui dire il faut que tu parles maintenant, c'est pas possible. Il y a un déclencheur qui fait que on n'est plus les mêmes personnes qu'avant, même si voilà, il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance. Et sans oublier qui on était, voilà, il est malheureux étapes qui se sont dressées sur notre chemin, voilà, notamment Joe qui s'est fait enlever, qui s'est fait torturer par Richard Collins, si je dis pas de bêtises dans son nom. Et c'est vrai que du coup avec ça il y a Joe qui va se remettre à parler et à son grand frère, et avec là ça m'émeut je suis en train de pleurer. Mais du coup voilà, c'est deux personnages qui font que c'est eux qui sont les piliers de la meute. Vraiment ce sont, même si à la fin j'ai pas envie de spoiler, mais voilà, il va se passer un truc vis-à-vis de Joe, mais voilà à quel point ils sont importants et à quel point c'est eux qui, c'est les moteurs en fait. Vraiment tout le business c'est une voiture et eux c'est le moteur qui va entraîner les roues, qui vont faire que tout le monde va avancer au même rythme. Et voilà, c'est eux qui vont prendre en charge et en responsabilité beaucoup de choses, notamment Ox va beaucoup s'impliquer lors de la disparition de Robbie. Il y a Joe qui va, notamment dans le tome 3 aussi, il va faire une scène assez émouvante je trouve vis-à-vis de Robbie, où voilà, au début Joe n'aime pas trop Robbie, mais voilà, après ça devient le compagnon de son frère donc il est bien obligé de l'accepter un peu. Mais voilà, il y a toute une scène entre Robbie et Joe qui font que voilà, Joe n'est pas qu'un alpha malgré toutes les pressions qu'on a pu lui mettre sur ses épaules. C'est et surtout aussi un garçon qui est resté un peu apeuré, très peureux, et que Ox a fait voilà, sortir de sa coquille petit à petit. Et ouais, c'est très touchant les deux personnages, et je voulais vraiment faire une parenthèse rien que sur eux parce que c'est ce qui font le livre vraiment, même si on les voit un peu moins dans le tome 2, dans le tome 3 et dans le tome 4 vu que ce sont plus les personnages vraiment centrales, ça n'en reste pas moins que ce sont des clés, vraiment c'est des clés du récit, c'est des clés de ce qui se passe. Voilà, si Ox n'avait pas été là à certains moments, ça aurait été peut-être dramatique. Et si Joe n'avait pas réagi de certaines manières à certains moments, ça aurait peut-être pas fini comme ça non plus. Ce sont des goals un peu sur le chemin qui est voilà, toutes les intrigues qu'a pu avoir le clan Bennett. Et vraiment c'est très beau à voir. Et ouais, c'est leur évolution finale. Voilà, ils sont tellement blessés au tout début de l'histoire, et à la fin du tome 4 ils sont enfin heureux. Et surtout Ox a tellement grandi et a tellement changé. Je crois que voilà, dans le premier tome il a 11 ans, dans le dernier tome il a peut-être 31 ans même je crois. Et ouais, c'est bouleversant, c'est dingue. Je les ai vus grandir en fait ces personnages, et je les ai sentis grandir au plus profond de mon être. Et donc voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire, je pense, sur le clan Bennett. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au montage, mais en tout cas voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire un minimum le clan Bennett et de découvrir au moins le tome 1. Ça va être tout pour cette vidéo. Je suis en sueur, vraiment j'ai transpiré toutes mes émotions possibles, je me suis retenue de pleurer au moins une dizaine de fois. Mais voilà, enfin cette vidéo est là. J'espère qu'elle sera bien parce que je n'aurai pas la force d'en faire une deuxième. Ça sera la surprise, mais ouais, j'ai l'impression de vous avoir livré un peu une partie de mon cœur là, et c'est assez compliqué à gérer franchement.
Donc bon, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que le clan Bennett a juste refait ma vie de lectrice. Il m'a bousillé le cœur et l'âme, et je sais pas si j'arriverai à trouver quelque chose du genre qui m'émeut autant. J'arrive pas encore à décider si c'est à cause de l'écriture de l'auteur, si c'est vraiment les personnages et l'intrigue qui font tout. Je n'arrive pas encore à dissocier les deux, c'est pour ça que j'aimerais bien lire un autre TJ Klune, mais bon... Pas du contemporain quoi, on verra, mais voilà. Du coup j'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné au moins la curiosité de vous intéresser au premier tome. Vraiment, de tout mon cœur. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté, dans vos vies, que ce soit personnel, professionnel et tout ça. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, un très bon week-end, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye!